Bonjour à tous. Je suppose que vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints. Je vois plus de 200 personnes. Certains d'entre vous vont continuer à nous rejoindre. Bienvenue en ces temps un peu compliqués de confinement. Vous voyez, ça ne nous empêche pas de faire preuve de créativité, d'imagination, tout comme vous, de disponibilité. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur les troubles cognitifs qui viendra nous permettre d'y voir un peu plus clair justement sur la manière dont nous prenons en compte ces troubles cognitifs dans nos politiques d'emploi, de maintien, d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap que nous avons dans nos établissements. Alors, nous sommes nombreux aujourd'hui parce que nous avons réuni, comme nous le faisons habituellement lors des webinaires, les 4 régions du Grand Ouest. Donc, nous saluons les uns et les autres. Je vois plein de noms très familiers avec des bonnes histoires, des bonnes expériences vécues ensemble qui s'affichent. Donc, je suis très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui dans cette nouvelle modalité et que vous soyez aussi nombreux me fait chaud au cœur. Pour monter ce webinaire, vous avez bien compris que confinement oblige, nous avons été obligés de faire preuve d'un peu d'innovation et notamment pour travailler à distance avec l'équipe que vous voyez apparaître en bas. Je salue du coup, alors voilà, vous avez dans l'ordre des mains qui se lèvent Tiffaine qui s'occupe, elle, des territoires de Bretagne, de Pays de la Loire et de Centre-Val de Loire. Emeline qui a été aux commandes de ce webinaire, notamment parce que c'est la région de Nouvelle-Aquitaine qui le porte aujourd'hui. Élodie, que vous avez souvent eu au téléphone et qui est un peu notre couteau suisse, celle qui s'occupe de nous organiser toute la partie technique et qui apporte sa contribution aussi dans les préconisations à faire en termes de communication. Et puis, bien sûr, Vanessa Olivieri, vous êtes déjà nombreux à la connaître. Vanessa est notre experte du jour. Elle a déjà eu l'occasion d'intervenir, notamment en Nouvelle-Aquitaine. On avait fait, je crois, une grande journée sur les troubles psychiques à l'époque. Donc aujourd'hui, on passe sur un autre sujet. Et ceux qui l'ont déjà entendu ont apprécié sa capacité à pouvoir nous délivrer un message assez clair. Voilà, pour ce qui concerne le mot d'introduction et le sujet du jour sur les troubles cognitifs. Alors, si vous avez quelques difficultés de connexion ou d'usage sur cette organisation, enfin sur cette application, n'hésitez pas à poser un certain nombre de questions. D'ores et déjà, vous avez repéré qu'il y avait un onglet chat, donc c'est celui qui va vous permettre de pouvoir intervenir, de pouvoir poser un certain nombre de questions, de pouvoir éventuellement dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, ou pourquoi pas, enfin, donner en quelques lignes peut-être un témoignage. Vous avez également un onglet sondage, il sera utilisé puisqu'on va vous solliciter tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir quelques informations sur votre niveau de connaissance, de compréhension, en tout cas sur la manière dont vous représentez les troubles cognitifs. Et vous avez même d'ailleurs un onglet participant qui vous permet de voir que nous sommes entre 207 et 208 connectés entre nous en ce moment. Voilà. Vanessa Olivieri, tu es psychologue, coach, spécialiste de la remédiation cognitive. Je te propose de nous aider à y voir clair, peut-être à travers un premier quiz qui déjà pose un certain nombre d'éléments de réflexion sur ce qu'est, ce que n'est pas le trouble cognitif, ou ce que ne sont pas les troubles cognitifs, puisqu'on va voir qu'il en existe une palette relativement large. Alors le premier quiz, on ne l'a pas encore à l'écran, je crois. Voilà, il est arrivé. Donc le handicap cognitif. Ouais, Vas-y. Le handicap cognitif est un handicap de naissance. Vous pouvez effectivement répondre soit vrai, soit faux. Je pense que tu peux expliquer peut-être à quel endroit ils peuvent cliquer pour pouvoir donner leur réponse. Alors, sur l'onglet sondage, vous avez donc une question. Alors, si vous êtes déjà très nombreux à avoir compris, puisque vous dites ça change d'ailleurs, ça bouge pas mal. Vous êtes 70% même à répondre que le handicap cognitif est un handicap de naissance. Qu'en est-il, Vanessa ?
Alors, le handicap cognitif peut être un handicap de naissance, mais pas uniquement, en fait. On verra tout à l'heure que c'est un handicap, en fait, qui peut être acquis au cours de la vie. Donc, ce n'est pas nécessairement un handicap de naissance. Donc, à la fois, c'est vrai et à la fois, c'est faux. Alors, donc, vous avez tous raison pour les 80 et quelques ou 90 personnes qui ont répondu. Je vous propose de passer à la question suivante. Les conséquences du handicap cognitif ne concernent pas la motricité. Est-ce qu'on peut avoir la question à l'affiche? Donc, je vous laisse répondre. Les conséquences du handicap cognitif ne concernent pas la motricité. Faux pour le moment. Bon, il y a quand même une prédominance de faux, puisque vous êtes certains à nous dire que ça concerne aussi la motricité, mais pas tous, hein, vous êtes quelques-uns quand même. Voilà, en pourcentage, cela diminue un peu. Allez, on va arrêter là-dessus, parce que vous êtes déjà à plus de 90 à avoir répondu. Donc, vous dites dans la grande majorité, c'est faux. Vanessa, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que le handicap cognitif ne concerne pas la motricité? Ça dépend, en fait. Il y a des personnes, en fait, dont le handicap, enfin, en tout cas, les problématiques cognitives et les problématiques neuronales vont induire des difficultés sur la sphère motrice. Pour d'autres, ce ne sera pas le cas. Si je prends l'exemple, en fait, des gens qui ont eu un AVC, par exemple, il n'est pas rare de trouver des gens qui se trouvent avec une hémiplégie à gauche ou à droite. Ça veut dire, en fait, qu'ils ne peuvent pas utiliser leur membre supérieur, leur membre inférieur du même côté. Donc, par exemple, la jambe gauche et la jambe droite, la jambe gauche et le bras gauche, pardon. Voilà, donc c'est tout à fait possible, mais ça n'est pas obligatoirement touché. Très bien, super. Alors maintenant, peut-être un cas, le cas de Mélanie, pour nous aider aussi à comprendre ce qu'est ou ce que n'est pas, ou ce que sont ou ce que ne sont pas les troubles cognitifs. Donc Mélanie, elle est persuadée que ses voisins fomentent un complot avec le FBI pour qu'elle quitte l'immeuble. Mélanie présente peut-être des troubles relevant d'un handicap. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est cognitif, psychique, intellectuel? On a tous affaire à des super spécialistes, visiblement. Ça va fort sur le psychique. On vous laisse répondre quelques secondes encore. Ouais, intellectuel peut-être. Ah, cognitif aussi. Bon, mais grande majorité quand même de psychique. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Vanessa? Est-ce que c'est uniquement du trouble psychique, cette question-là de personnes qui se croient persécutées? Effectivement, en fait, à la lumière de ce qu'on voit d'indiquer, on pourrait croire effectivement qu'on est plutôt dans une situation de handicap psychique. Ceci dit, c'est pas parce qu'effectivement une personne présente des troubles psychiques qu'elle n'a pas de manière sous-jacente des troubles cognitifs aussi. Et c'est d'ailleurs assez difficile parfois dans certaines situations de faire la part des choses entre le handicap cognitif et le handicap psychique. Bon, alors comment arriver à s'y reconnaître entre troubles cognitifs, troubles psychiques? On voit bien qu'il y a quand même quelques différences. Est-ce qu'il y a une définition qu'on pourrait donner et qui nous permettrait déjà de catégoriser, entre guillemets, ceux qui relèvent du trouble psychique ou des troubles cognitifs? Oui, bien sûr, il existe une définition. On appelle trouble cognitif toute altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions cognitives résultant d'un dysfonctionnement cérébral, quelle qu'en soit l'étiologie, quelle en soit la cause. Les fonctions cognitives, c'est ce qui représente en fait l'ensemble des processus mentaux par lesquels l'être humain en fait acquiert l'information, apprend. Il la traite, il l'utilise, il la combine, il la communique, il s'en sert en fait pour tout, en fait, pour agir dans n'importe quelle situation. Donc en fait finalement toutes ces fonctions en fait du cerveau sont utilisées à tout moment de notre vie, qu'elle soit une vie professionnelle ou une vie personnelle. Ok, on voit bien les fonctions. Alors est-ce que du coup on peut avoir une idée sur l'origine de ces troubles? Oui, bien sûr. Effectivement, là, j'essaie de vous retracer les différentes possibilités de ce type de trouble et de la survenue de ce type de trouble. Vous voyez en fait sur la partie gauche de l'image, en fait, ce qu'on appelle les troubles cognitifs acquis, c'est-à-dire acquis au cours de la vie.
Donc, ça veut dire que les personnes, en fait, ne sont pas nécessairement nées avec, mais c'est survenu au cours de la vie. Donc, vous avez des situations assez courantes aujourd'hui d'AVC, donc accident vasculaire cérébral, de traumatisme crânien. D'ailleurs, l'image du casque, en fait, on parle aisément des situations effectivement où on est à moto, mais aussi on oublie souvent en fait que le port d'une protection en fait quand on fait du ski est extrêmement importante. Des situations en fait aussi de tumeurs et d'autres maladies de type encéphalite. Donc ces troubles acquis, on va effectivement utiliser une terminologie qui ne sera pas la terminologie 10 comme on peut l'utiliser pour les troubles cognitifs développementaux, mais on va utiliser le terme, au lieu de dyslexie par exemple, le terme alexie. Donc à chaque fois les terminologies qu'on va employer, il y aura toujours le début du mot qui commencera par A. Vous avez d'autres troubles cognitifs acquis qui sont pour certaines des maladies d'ailleurs qu'on rencontre chez les gens que nous accompagnons, notamment la sclérose en plaques, qui peut atteindre des personnes qui peuvent être jeunes ou beaucoup plus âgées, et puis d'autres maladies dégénératives qui sont liées au vieillissement, comme la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Il y a bien sûr d'autres maladies qui peuvent exister et avoir d'autres troubles de ce type. Sachez aussi qu'il arrive parfois que certaines formes de maladies de Parkinson ou maladies d'Alzheimer arrivent chez des sujets qui sont beaucoup plus jeunes que l'âge habituel. Je crois que j'avais rencontré une personne qui était atteinte d'une maladie de Parkinson et qui avait presque 30 ans, donc pour vous dire que ça peut arriver, évidemment, c'est à la marge. Et puis, à côté de ça, vous avez des troubles cognitifs développementaux, c'est-à-dire que ce sont des troubles qui arrivent au cours du développement, donc bien souvent très tôt et dont l'origine n'est pas forcément extrêmement claire. On est encore beaucoup en recherche sur ce sujet et sur d'autres d'ailleurs. Et donc vous allez retrouver effectivement tout le panel des 10, les dyslexies, la dysphasie, la dysgraphie, la dysorthographie, donc les troubles 10 tels qu'on les appelle aujourd'hui, mais aussi d'autres troubles du type TSA et TDAH. Donc vous voyez que la terminologie ici est utilisée dyslexie, dysorthographie, etc. et pas du tout alexie comme on l'a utilisé tout à l'heure. Et juste un petit mot rapide sur le fait effectivement que on peut avoir aussi une maladie psychique et avoir aussi du coup du fait de la maladie ou du traitement médical des troubles cognitifs qui y sont associés. Bon, alors 10, TSA, TDAH, alors concrètement, ça donne quoi pour ces personnes? Qu'est-ce qu'elles vivent au quotidien? Je vous propose que nous fassions quelques petits tests qui vont essayer de nous projeter un peu comme les expériences de vie, ma vie, ou vie, voilà, c'est ça, de voir de ce que finalement, alors pour évidemment un certain nombre de pathologies et pas toutes, parce que ce serait très très long évidemment, peut-être de découvrir en fait ce que les personnes vivent directement. Alors on commence par la dysphasie. Si c'est OK. Voilà, donc là, on voit apparaître des choses qui ne sont pas très compréhensibles sur la partie supérieure du texte. Nom d'elle, partie PAF, veut dormir pas. Qu'est-ce qu'on peut… Alors, on comprend un peu l'idée globale de ce que veut dire la personne, et là, ce sont sur des exemples qui sont relativement simples, mais effectivement, la personne peut avoir des difficultés, la dysphasie étant une difficulté de langage oral, en fait, donc elle peut avoir des difficultés non seulement à comprendre le message qui lui est adressé par son interlocuteur, mais elle peut aussi avoir du mal à produire, en fait, une phrase qui tienne à peu près la route. Les déterminants, souvent, ne sont pas présents dans la phrase, il y a un problème de syntaxe, le vocabulaire a du mal à arriver, c'est un peu compliqué, ce qui fait que la personne souvent être obligé de dire trucs, choses, bon, comme ça peut nous arriver à nous tous aussi quand on cherche un mot, mais sauf que du coup, le message est extrêmement peu clair, ce qui rend vraiment la communication difficile et c'est extrêmement frustrant pour les personnes. Je me souviens d'une situation où j'étais face à une personne qui était atteinte de dysphasie et qui, pour le coup, voulait essayer d'exprimer des choses et à chaque fois qu'elle me parlait, en fait, elle n'arrivait pas à trouver ces mots et moi, j'étais vraiment confrontée à la difficulté de la comprendre. J'essayais vraiment d'être patiente, de la laisser chercher ce qu'elle voulait m'exprimer, mais c'était très, très difficile. Donc, voilà. Donc, voilà un peu comment on peut se sentir dans ce type de situation et voilà comment ça peut être aussi difficile dans la communication avec ces personnes. Ça, c'était pour dysphasie. Alors, je vous propose de passer maintenant à la dyslexie avec un petit texte que je vous ai proposé de lire pour comprendre un peu ce que les personnes dyslexiques peuvent connaître un peu au quotidien quand on leur demande de lire. Voilà, donc chacun peut faire l'exercice à haute voix s'il le souhaite. Histoire de Monsieur Petit. Je vous
je vous propose de faire maintenant peut-être un commentaire. En fait, j'ai l'impression quand même, Vanessa, qu'on arrive, nous, globalement, à nous y retrouver, mais ça nous demande quand même une énergie particulière. En tout cas, pour certains mots, moi, je sais que j'accroche. Oui, c'est un peu la situation dans laquelle une personne dyslexique peut être amenée à se retrouver, c'est-à-dire qu'en fait, il lui est plus difficile en fait de reconnaître effectivement les lettres ou bien l'association en fait des lettres pour former un son particulier à décrypter, ce qui fait qu'en fait bien souvent elle a du mal, elle bute sur un certain nombre de mots, ce qui fait effectivement que ça induit des lenteurs, comme tu l'as dit aussi, beaucoup d'énergie, plus d'énergie que pour la plupart d'entre nous, et du coup bien sûr une certaine forme de lenteur en fait dans l'activité, ce qui fait que souvent ces personnes ont des stratégies où elles finissent par deviner les mots pour essayer d'aller plus vite et corriger cette difficulté de lecture, et ça induit bien souvent en fait des incompréhensions puisque le mot qui a été choisi pas forcément le bon dans la phrase. Et il est vrai que nous, on n'a pas trop de difficultés en fait à décrypter les mots, quand bien même ils sont pas réellement bien écrits, simplement parce que nous sommes de bons lecteurs et que cette méthode globale en fait nous permet par exemple de lire histoire alors que toutes les lettres ne sont pas réellement dans le bon ordre. En revanche, certainement, vous avez dû accrocher sur certains mots qui sont plus compliqués et il a fallu revenir en arrière, rebalayer le texte et tout ça fait perdre énormément de temps et d'énergie. Effectivement, je vois que certains mots, je suis obligé de revenir en arrière. Alors, je vous propose maintenant de prendre votre stylo, une feuille, si vous avez ça, ou simplement de le simuler avec la main. Et je vous propose de vous concentrer sur la main qui n'écrit pas, c'est-à-dire pas celle qui vous est familière, mais au contraire l'autre, et d'essayer d'écrire, comme c'est le cas sur ces slides que l'on voit apparaître, que vous essayez d'écrire votre prénom. Voilà, si vous n'avez pas de stylo parce que vous êtes dans d'autres configurations, vous pouvez le faire en posant votre doigt sur la table. Ça revient à peu près au même. Ou en l'air, si vous voulez. Mais cela dit, c'est intéressant de voir ce que ça donne quand on utilise l'autre main. C'est des jeux que nous avons souvent fait probablement quand nous étions plus jeunes. C'est vrai. Mais que nous n'avons plus trop l'occasion de faire, et sauf pour ceux qui ont été un peu des contrariés ou qui sont devenus ambidextres parce qu'ils ont eu, je sais pas quoi, une opération qui les a obligés à pouvoir travailler avec les deux mains. Je suppose que ce n'est pas facile. Alors ça, c'est la dyspraxie. Donc la dyspraxie, c'est quoi précisément dans ce cas-là, Vanessa ? Alors là, on est dans un cas particulier qui est la dysgraphie, en fait, qui est une forme de dyspraxie, c'est-à-dire que la dyspraxie, c'est les troubles de la coordination des mouvements volontaires. Ces mouvements volontaires, ça peut être, par exemple, des choses de la vie courante, du type s'habiller, boutonner, en fait, ses vêtements. Ça demande effectivement un contrôle du mouvement extrêmement important, extrêmement fin, et ces personnes peuvent avoir des difficultés à faire ce geste qui nous paraît à nous anodin. De la même façon que c'est assez compliqué. D'ailleurs, on le voit bien, les enfants tout jeunes ont beaucoup de mal en fait à le faire et ils finissent par acquérir ou pas s'ils ont ce type de difficulté. Donc la dysgraphie, c'est pour le coup le trouble du mouvement, effectivement de la coordination, mais cette fois-ci sur le champ graphique. Donc le fait de pouvoir effectivement faire la forme des lettres de manière correcte. Voilà. Donc effectivement, ça donne lieu parfois à des écritures qui sont illisibles et les impacts pour les personnes, ça peut être effectivement, lorsqu'on est à l'école, de pouvoir prendre des notes pendant les cours, eh bien ça peut être compliqué effectivement pour ces personnes, en tout cas de le faire avec le stylo. Bon, on voit bien dans les commentaires qui sont en train d'être écrits que c'est pas simple pour tout le monde, mais on est tous différents sur cette question effectivement de la facilité d'écriture. Voilà, je vous propose après la dyspraxie de découvrir ce qu'est la dyscalculie. Peut-être l'énoncé de l'exercice, c'est d'arriver à lire les deux, c'est ça, les lettres et les chiffres, Vanessa ? Oh, ça va même au-delà en fait de ça. Effectivement, là, c'est une des possibilités, c'est-à-dire que la personne a du mal effectivement à lire le chiffre ou bien à l'écrire correctement par rapport à la manière dont elle le formule à l'oral. Mais c'est bien plus compliqué que ça, la dyscalculie au final. Il s'agit vraiment de gens qui ont du mal avec la notion en fait de ce qui est lié aux chiffres, à la quantité, à la mesure. Par exemple, quand nous savons faire la différence entre ce qui est 1 centimètre et ce qui est 1 mètre, eh bien pour ces personnes, ça n'a pas forcément de sens.
De la même façon que peut-être pour ces personnes-là, payer 50 € pour une baguette de pain, ça paraît pas ahurissant, alors que nous, bien évidemment, qu'on va tiquer de suite. Et donc, de ce fait, c'est aussi même des personnes qui peuvent avoir du mal, en fait, à apprendre les tables de multiplication, enfin, tout ce qui va permettre à la personne de faire des calculs. Et Dieu sait qu'on a besoin vraiment dans notre vie courante, simplement, ne serait-ce que même aller à une boutique et savoir combien on va nous rendre d'argent pour être sûr de ne pas se faire avoir. Voilà, c'est extrêmement important. Ou simplement, si on doit acheter un bien immobilier, d'avoir la notion de quantité et là aussi de ne pas acheter quelque chose avec un chiffre qui est complètement irréel. Voilà, donc ça veut dire aussi que ce sont des personnes qui peuvent avoir du mal dans le raisonnement logico-mathématique et aussi, bien souvent, on retrouve des difficultés avec l'espace, ce qui fait que tout ce qui est aussi activité avec la géométrie, c'est compliqué. Voilà, donc vous imaginez que, notamment dans le milieu scolaire, ça peut être vraiment compliqué pendant les heures de maths, notamment, mais pas seulement. Hein. En histoire géo aussi, on peut être amené à faire des diagrammes, etc. Donc effectivement, c'est des enfants en scolarité qui peuvent être en difficulté. J'ai quelques questions, certaines sur la compensation, on les reprendra juste après, puisque c'est l'objet de notre chapitre suivant. L'une des questions, c'est Sandra Osten qui nous la pose. La dyspraxie peut-elle expliquer des difficultés de structuration de la pensée ou est-ce un autre trouble 10 ? Ah, c'est une bonne question. En fait, le problème de tous ces troubles 10, c'est que bien souvent, en fait, ils ne sont pas isolés. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une dyscalculie ou une dyslexie. Souvent, les deux peuvent être associés et avoir aussi d'autres troubles simplement associés qui vont venir mettre en difficulté la personne. Donc, on ne peut pas répondre en fait réellement dans l'absolu en fait sur la dyspraxie toute seule. C'est que souvent en fait on a une multiplicité en fait des troubles 10, ou des troubles même de la mémoire. On n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi les troubles de la concentration. Il y a énormément de troubles qui peuvent venir s'agglutiner en fait à cette problématique dont on est en train de parler. Ok. Alors, avant de passer sur les TDAH dont certains ont déjà donné des commentaires, donc merci pour vous qui faites les questions, qui posez les questions et pour ceux qui donnent les réponses. Trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, on va y venir tout à l'heure. Je vois que vous êtes quand même assez nombreux à avoir des problèmes de connexion. J'ai cru comprendre, en suivant un peu les éléments du chat, que vous avez peut-être une possibilité de trouver une solution en rafraîchissant votre page. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. Vous avez bien sûr, comme c'était écrit, je crois que c'est Emeline qui vous a donné ce commentaire, la possibilité de revoir ensuite la vidéo qui aura été tournée. Mais si vous arrivez à trouver une solution, ça sera quand même vraiment plus sympa. Et merci déjà à tous ceux qui posent des questions de continuer à le faire parce qu'elles intéressent évidemment tout le monde. Alors, je vous propose maintenant d'aller voir justement du côté des TDAH en essayant d'éprouver ce qu'on peut ressentir avec un exercice qui est très intéressant, vous allez voir. Je vous propose par exemple de lire voilà, la deuxième ou la troisième ligne en lisant ce qui est écrit. Et puis ensuite, bah, vous avez une deuxième. Vous m'entendez là, c'est bon? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir été déconnecté ou je ne sais pas si c'est moi ou si c'est Vanessa. Vanessa, est-ce que tu m'entends toujours ou pas? Je n'arrive pas à savoir. Nous avons été déconnectés, mais je n'en sais rien. Est-ce que… Oui, c'est bon. Alors, on m'entend toujours, donc je continue. L'exercice, donc maintenant que vous avez lu la deuxième ou la troisième ligne, eh bien, je vous propose maintenant de dire les couleurs. Et vous les dites à haute voix. Et vous essayez de le faire vite. D'ailleurs, vous ne passez pas une ligne à l'autre, enfin, vous ne passez pas sur une ligne ou sur une autre, vous les faites toutes. Et vous allez vous allez comprendre en fait ce qu'est le trouble de l'attention. Voilà, je suppose que vous avez fait l'exercice. Alors, petit commentaire en attendant que nous soyons de nouveau connectés avec Vanessa qui a visiblement des problèmes. Eh bien, on comprend que lire les couleurs, c'est bien plus compliqué que lire ce qui est écrit. Vous voyez qu'en fait, notre cerveau a une capacité à pouvoir se concentrer sur une fonction qu'elle juge prioritaire par rapport à l'autre. Et dans notre apprentissage, notre cerveau
été construit de manière à pouvoir en fait lire très rapidement. Voilà, et donc il privilégie, il va donner préférence en fait à ce mode de lecture. On est capable évidemment de pouvoir aller chercher les couleurs, mais ça nous demande une attention particulière, et donc on voit que le cerveau ne fonctionne pas d'une manière prioritaire. Et bien pour les troubles de l'attention, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire une vraie difficulté à pouvoir se concentrer sur quelque chose qui pour nous paraît évident, mais qui ne l'est pas nécessairement selon la manière dont le cerveau fonctionne. Voilà. Est-ce que nous avons... Non, nous ne sommes pas encore connectés avec Vanessa, mais je vous propose peut-être de passer sur les troubles du spectre de l'autisme avec peut-être une vidéo. Est-ce qu'on est en capacité de lancer la vidéo avec Elodie notamment? Est-ce qu'Elodie est toujours avec nous? C'est bon. Je n'aime pas vraiment trop parler de mon autisme tout le temps. Trop parler de mon autisme. J'ai eu une enfance, si vous voulez, assez marquée par justement les symptômes visibles de l'autisme. Si mes parents avaient fait le choix d'écouter les professionnels qui voulaient me mettre en institution dès l'âge de mes 2 ans, je serais comme hélas beaucoup d'autistes qui sont institutionnalisés aujourd'hui, je ne serais pas parmi vous en train de pouvoir vous parler, d'échanger, et je n'aurais jamais pu rien développer, je n'aurais jamais pu faire de rencontres dans ma vie, car les rencontres sont très importantes pour ensuite votre chemin de vie, votre destination, les décisions que vous allez prendre. Ce qui m'a sauvé justement, c'est d'échapper à ces institutions, d'être à l'école. Alors évidemment, c'était très difficile, parce que l'école, telle qu'elle est aujourd'hui, n'est pas prête, n'est pas formée pour accueillir les profils différents, qu'elle va justement mettre en situation de handicap ou donner une étiquette de maladie, etc. Elle ne va pas du tout miser sur les forces de ces profils-là et les aider à se développer. Dans notre société normative, finalement, on va accorder beaucoup plus d'importance, que ce soit par exemple dans les entretiens d'embauche ou même dès l'école, à la façon d'être capable, selon une norme établie, d'expliquer quelque chose, plutôt que de l'avoir compris. Donc on va même privilégier une forme de rabâchage, tandis que pour une personne autiste, ces choses-là sont en général moins évidentes et on fonctionne plus sur de l'exactitude, sur de la donnée. Après, évidemment, la plupart d'entre nous vont être un peu moins forts des fois pour être capable de les exposer, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, qu'on ne les maîtrise pas. Au contraire, des fois on les maîtrise bien mieux avec beaucoup plus d'exactitude. On s'est rendu compte que pour exploiter ces technologies, qui sont souvent en grande partie qui fonctionnent avec par exemple l'intelligence artificielle, eh bien le cerveau autiste est naturellement prédisposé à comprendre l'intelligence artificielle. La société va devoir s'adapter à l'autisme, c'est inévitable. C'est inévitable parce que sinon la société va se murer dans les propres normes qu'elle se sera créée. C'est un enjeu stratégique, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu social. Et donc il faut sortir du paradigme de la charité, car ces questions sont toujours abordées par charité. Et la charité d'ailleurs est le fond de commerce de l'institutionnalisation, des institutions. Nous gagnerons beaucoup plus à avoir un système dès l'éducation, à l'éducation nationale, qui soit apte à accueillir ces intelligences divergentes, ces intelligences différentes, et à pouvoir les développer. Et encore une fois, sortir du paradigme qu'un autiste non-verbal n'est pas un être pensant. Au contraire, il y a beaucoup là de richesse, un réservoir d'intelligence absolument inexploité. Et si notre pays s'en prive, si nous continuons à nous en priver, c'est notre civilisation qui elle-même va se mettre en situation de handicap parce qu'elle met en situation de handicap des personnes qui ne devraient pas l'être. Voilà, nous avons retrouvé, je pense, Vanessa. Ravi de te savoir toujours à mes côtés, Vanessa, pour continuer ces webinaires. Vous avez vu ce film extrêmement intéressant. Hugo Orio est quelqu'un qui a du coup fait de nombreux témoignages et explique bien, je crois, dans cette vidéo un certain nombre d'éléments. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur ce qui rend pour l'autiste les choses difficiles dans la vie au quotidien et notamment dans le travail, Vanessa ?
En fait, ce qui est difficile souvent, c'est dans les interactions en fait avec les autres et à vivre dans la compréhension de ce qui se passe autour d'eux, et notamment tout ce qui passe par le biais du langage. En fait, j'avais trouvé une image assez intéressante pour expliquer en fait comment vivent les gens qui se trouvent dans le trouble du spectre de l'autisme. C'est cette impression que quand on débarque en fait dans un pays étranger, qu'on ne parle pas du tout la langue du pays et qu'on ne connaît ni ses us ni ses coutumes, eh bien on peut se trouver vraiment extrêmement démunis face à des situations courantes. Eh bien, c'est un peu ce que vivent les personnes qui sont avec autisme. Alors, comme je veux bien insister aussi sur le sujet, c'est qu'on est sur vraiment des troubles du spectre de l'autisme. Ça veut dire qu'une personne autiste ne représente pas l'autre. Chacun a des troubles qui peuvent lui être propres, mais on retrouve quand même toujours cette dimension assez récurrente qui est effectivement des difficultés dans la compréhension en fait de ce qui est de l'ordre de l'implicite. Par exemple, lorsqu'on parle avec les personnes et qu'on peut faire des blagues, qu'on sous-entend des choses, c'est assez compliqué pour ces personnes de le comprendre. Souvent, elles vont comprendre les choses de manière littérale. Je me souviens d'une situation comme ça où une personne voulait candidater sur un autre poste. On lui avait dit, mais peut-être que tu devrais aller voir à Valenciennes s'il y a un poste. Et il est allé physiquement à Valenciennes voir le poste, alors que ce que la personne sous-entendait, c'était évidemment de le regarder sur le site intranet et voir s'il y avait des offres d'emploi correspondant à sa démarche. On a aussi des personnes qui ont du mal à imaginer ce que vous pouvez ressentir. C'est-à-dire que peut-être si vous êtes en deuil, vous pouvez ressentir de la tristesse, mais cette personne peut avoir du mal en fait à le deviner, à le comprendre, à le ressentir comme nous pouvons le faire quand nous sommes empathiques. On retrouve aussi de la maladresse motrice, c'est-à-dire que ce sont souvent des enfants des adultes d'ailleurs, qui lorsqu'ils marchent peuvent avoir des troubles de la coordination avec une façon un peu bizarre de marcher, des fois de manière un peu abrupte, un petit peu saccadée, souvent 3 km devant, mais certains n'ont pas ce type de trouble, voilà, chacun est différent, mais on retrouve quand même souvent cette difficulté. Et puis cette hypersensibilité à tout, c'est-à-dire que tout les intéresse, tout vient les agresser potentiellement aussi, aller prendre le métro avec ses bruits, ses odeurs, chaque petit détail qui vient attirer son attention, c'est vraiment vécu comme une agression. Et ils ont besoin de répondre à cette agression par des moments où ils peuvent se rassurer, se faire redescendre la pression. C'est pour ça que souvent on les voit s'isoler. Mais en fait, ça correspond réellement à un besoin, en fait, et il ne s'agit pas de les en empêcher, en fait. Ils ont besoin vraiment de faire descendre la pression, ou parfois, on les voit faire des mouvements qu'on considère, nous, comme un peu bizarres, comme battre des bras. C'est vrai que c'est quand même assez particulier, quelqu'un qui arpente les couloirs avec ses collègues et qui bat des bras. C'est vrai que c'est un peu atypique. Mais quand on est informé, voilà, on ne s'étonne pas de ce type de comportement. Voilà, donc c'est d'une manière un peu générale, mais il y a une multiplicité en fait de l'autisme et chacun est vraiment différent. Il y a une question d'Héloïse Sorisseau qui vient d'arriver. À l'inverse, est-ce qu'une personne autiste peut comprendre dans les moindres détails mais n'arrive pas à retransmettre ce qu'elle apprend? Comment peut-on expliquer cela et comment l'aider? C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'arriverai à apporter une réponse suffisamment précise parce que c'est vraiment très particulier l'autisme et il faut vraiment être un grand spécialiste. Alors même si moi je connais globalement ce qu'est l'autisme, je n'ai pas ce degré de précision. Donc je pense que ça vaudrait la peine à terme en fait peut-être de se rapprocher de structures associatives en fait qui connaissent peut-être encore mieux dans le détail. Effectivement, en tout cas, ils ont d'ailleurs comme d'autres troubles, notamment dans les TDAH, des cheminements de pensée qui sont certainement un peu atypiques par rapport à la façon dont nous avons l'habitude nous de réfléchir les choses. Et il est difficile du coup après d'avoir une possibilité de se mettre en fait en arrière pour pouvoir prendre de la hauteur et ensuite expliquer ce cheminement à une tierce personne parce que c'est tellement atypique, c'est pas un cheminement linéaire en fait, souvent ce sont des cheminements très différents en fait de notre norme à nous et donc c'est difficile en fait de transférer en fait ce cheminement là. Voilà, mais ceci dit, je vous conseille encore une fois peut-être de chercher cette information auprès de structures vraiment spécialisées sur ce sujet.
Alors, il y a pas mal de questions qui arrivent, Vanessa. On ne va pas te lâcher aussi vite. Notamment tout ce qui concerne les hauts potentiels. Est-ce que, alors, les réponses ont déjà été apportées. De fait, les hauts potentiels, enfin, les troubles du spectre autistique ne sont pas forcément, touchent pas forcément des hauts potentiels, mais l'un et l'autre n'est pas forcément incompatible non plus, sans doute. La question qui se pose, c'est les TSA peuvent-ils être associés à des troubles psychiques ou psychiatriques d'ailleurs même? Peuvent-ils être source générateur de certaines déviances comportementales? Nous demande Karine Gautrono. Oui, en fait, il existe bien souvent chez les gens atteints de TSA, effectivement, en tout cas, probablement des troubles anxieux, ça c'est sûr, on les retrouve assez souvent, mais je pense que c'est vraiment inhérent à cette situation en fait d'hypersensibilité, de sentiment d'agression en fait de la part d'un certain nombre de bruits, d'odeurs, voilà, tout au long de la journée. Et puis aussi, ce qu'on retrouve dans le cadre professionnel, qui est à la fois une richesse et une difficulté, c'est que ce sont des gens qui ont toujours envie de bien faire. Ce sont des gens qui n'aiment pas mentir, et ce sont des gens, lorsque vous leur donnez une tâche à faire, ils vont la démarrer sans attendre, ils vont aller jusqu'au bout, et c'est important pour eux de la finir rapidement, de bien la faire. Et tout ça, malheureusement, ça génère quand même une certaine forme de pression et de fatigabilité qu'on retrouve effectivement après, quand ils rentrent à la maison, parfois avec des difficultés, des troubles du sommeil, des formes d'angoisse, en fait, d'anxiété qui sont effectivement plus fréquentes. Et puis, comme tous les troubles, quels qu'ils soient, quelles que soient les pathologies, on peut avoir des troubles associés. Et il n'y a pas de raison que le TSA ne soit pas concerné par des éventuels troubles associés, en effet. Alors, Hugo Henriot, dans cette vidéo, fait référence à un certain nombre d'éléments, notamment de paradigmes, de normes. Donc, on va y revenir tout à l'heure, notamment avec peut-être un rappel, mais ce que vous connaissez tous bien, de ce qui est la logique d'inclusion aujourd'hui. C'est vrai qu'on a sans doute minimisé pendant des années ce que notre organisation, les normes, entre guillemets, de personnes qui n'avaient pas ces troubles-là ou d'autres troubles psychiques, etc., renvoyaient comme difficulté aux personnes. C'est ce que Vanessa essaye de nous dire en disant ça demande de l'énergie, de la fatigue, on est dans un mode d'organisation. Alors, il y a évidemment des choix de vie qui sont plus ou moins compatibles sans doute avec ces troubles. Vanessa, on l'a plus ou moins suggéré ou abordé en voyant la difficulté qu'on pouvait avoir quand on avait tel trouble. Peut-être qu'on peut maintenant faire un rappel des différentes fonctions qui sont touchées et qui du coup disent quelque chose, peut-être des difficultés que peuvent rencontrer ces personnes dans telle ou telle situation, qui sont celles que vous connaissez, les vôtres en particulier. Voilà, avec une slide pour les résumer. Elles sont probablement pas toutes exhaustives, mais Vanessa, si tu peux nous en faire un commentaire, ça sera utile. Oui, donc effectivement, jusqu'à maintenant, on a évoqué essentiellement, comme vous le voyez, les praxies, en parlant notamment de la dyspraxie. On a parlé de tout ce qui touche au langage, en parlant notamment des dysphasies, de la dyslexie. On pourrait évoquer également la dysorthographie, voilà, donc qui est vraiment dans cette catégorie liée au langage. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres problématiques qui peuvent être liées, touchées par le handicap cognitif, notamment tout ce qui touche à l'attention et à la concentration, qu'on retrouve assez régulièrement chez la plupart des personnes, c'est-à-dire l'attention, c'est cette possibilité de se mettre à disposition de l'ensemble des éléments d'information qu'on a autour de soi et pouvoir glaner ces informations pour en faire quelque chose, pour ensuite décider, prendre des décisions, agir en combinant ces éléments d'information. Nous avons également la concentration, c'est ce qui permet vraiment d'être en focus sur quelque chose en particulier. C'est ce que nous faisons par exemple, je ne sais pas, lorsque nous travaillons par exemple sur notre ordinateur et que peut-être nous avons la télévision à côté qui est allumée. Est-ce qu'on a cette capacité en fait d'être focus sur son travail sans même entendre ce qui se passe autour de nous? Donc ça, des fois, ça peut être effectivement touché, en tout cas, c'est pas rare. On peut avoir également des personnes qui ont des problématiques liées à la mémoire. Donc, les différentes formes de mémoire peuvent être touchées. Et je pense en particulier à la mémoire de travail, qui est la mémoire en fait que je trouve régulièrement problématique en fait dans les accompagnements que je mène. Cette mémoire de travail qui est souvent en lien avec l'attention, où ces personnes en fait à qui on donne des consignes de travail ont bien du mal en fait à se rappeler alors que vous avez ça y est tourné les talons. Elles ont du mal à se rappeler ce que vous venez de leur demander il y a 3 secondes. Et malheureusement, cette mémoire de travail, on en a besoin au quotidien. Et du coup, on se retrouve dans des situations professionnelles où les gens n'arrivent pas à mener leur activité, non pas parce qu'ils ne sont pas capables de la mener, mais c'est juste parce qu'ils n'arrivent plus à se rappeler en fait ce que vous venez de leur demander à l'instant.
Également, l'egnosie. L'egnosie, en fait, c'est ce qui touche à la reconnaissance. Alors là, vous avez le symbole d'ailleurs, j'ai oublié le terme. En tout cas, c'est la reconnaissance des visages là qui est symbolisée. Et effectivement, on peut avoir des gens que vous croisez en fait dans les couloirs et qui vous disent bonjour 3 fois dans la matinée. Alors soit parce qu'ils ont des problèmes de mémoire, mais soit aussi parce qu'ils ne reconnaissent pas votre visage et que du coup, ils ne savent pas qu'ils vous ont déjà croisé 2 fois auparavant pour vous avoir déjà dit bonjour. Voilà, donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi la nosognosie dont on parle régulièrement, c'est-à-dire cette impossibilité à avoir vraiment conscience en fait des troubles qu'on peut avoir et qui rend évidemment difficile l'accompagnement de ces personnes parce que pour elles, elles n'ont pas vraiment de difficultés. Donc, on ne voit pas vraiment pourquoi d'abord vous pointez ces difficultés-là et d'autre part pourquoi vous leur proposez des solutions puisqu'elles n'ont pas de problème. Voilà, donc ça rend vraiment l'accompagnement difficile et il faut être vraiment patient. Donc, les praxis, on en a déjà parlé, oui. Oui, on avait juste le nom Pauline Frisky qui connaît bien visiblement, nous dit la prosopagnosie. Ah. Très bien. Eh ben, merci pour ce terme. Vous nous sauvez. Et puis, nous restait aussi du coup à vous parler des fonctions exécutives, alors que j'ai symbolisé en fait avec le chef d'orchestre, parce que c'est un peu comme ça que je l'imagine. C'est-à-dire qu'il y a dans le cerveau la possibilité en fait de décider de tout, et notamment de décider. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler sur la slide où j'ai disparu, c'est-à-dire la slide correspondant au TDAH. Mais en l'occurrence, dans le cadre du TDAH, on a des personnes parfois qui ont une forme d'impulsivité et dont il est difficile en fait de stopper cette impulsivité, c'est-à-dire faire des choses alors même qu'on sait qu'il ne faut pas les faire. Et du coup, ce sont ces fonctions exécutives en fait qui sont souvent touchées. Par exemple, je propose souvent des exercices de ce type où je dois taper effectivement sur un bureau un certain nombre de personnes, un certain nombre de fois, et puis la personne doit taper ou pas taper en fonction de ce que je lui ai donné comme consigne. Eh bien, elle sait qu'elle ne doit pas taper, mais elle ne peut pas s'empêcher de le faire. Donc, effectivement, on voit que c'est compliqué. Ça donne lieu parfois à des situations dans le milieu professionnel où c'est compliqué puisqu'il y a des normes dans la sphère professionnelle et il y a un certain nombre de comportements qu'on ne peut pas se permettre d'avoir dans la sphère sociale. Alors ça fait référence à un film qui a été cité tout à l'heure, hors norme, et dont on voit effectivement la personne. Du coup, ça pose la question de savoir si, à un moment donné, on n'a pas un peu mélangé entre les troubles psy et les troubles 10. Il y avait une question qui était posée, est-ce que certains diagnostics posés sur des troubles psy ne pourraient pas aujourd'hui être plutôt posés sous forme de troubles 10? Il y avait une autre question également pour savoir si on donnait le même sens au mot trouble ou au mot symptôme. Est-ce que, Vanessa, tu peux nous dire 2 mots là-dessus? Alors en fait, la différence que je ferais comme ça au pied levé, les symptômes, c'est peut-être ce qu'on peut voir, puis ça me semble être un terme qui est relativement médical. Et peut-être qu'il y a des troubles en fait précisément en fait que la personne peut avoir et qui ne se voit pas. Et bien souvent, d'ailleurs, dans le handicap cognitif, on est plutôt dans du handicap invisible la plupart du temps, parce que mis à part en fait les situations dont je parlais tout à l'heure de difficultés de coordination des mouvements chez les gens TSA. La plupart du temps, quand on a une dyslexie ou une dysorthographie, en fait, ça ne se voit pas sur la personne. Donc, on a bien des troubles, mais qui ne se voient pas nécessairement. Voilà, donc, bon, mais après, je ne sais pas, il faudrait aller un peu plus loin sur la réflexion sur la terminologie employée. Là, j'avoue que ça dépasse peut-être mon champ de compétences. Merci Vanessa. Alors, on a vu tout à l'heure à plusieurs reprises que les troubles que l'on pouvait rencontrer dans ces les différentes situations amenaient de la fatigue, amenaient besoin de concentration, amenaient des gestes non contrôlés, etc. Est-ce qu'il y a des répercussions sur le plan psychologique de ces troubles cognitifs ? Alors en fait, oui, ça peut arriver. On ne peut pas généraliser. On ne va pas dire que toute personne qui souffre d'un trouble 10 ou d'un handicap cognitif d'une manière générale, parce qu'on a beaucoup parlé des troubles 10, mais il y a aussi tous les troubles acquis. On ne peut pas dire de manière sûre qu'il y aura nécessairement des répercussions psychologiques. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que souvent ces personnes se trouvent face effectivement à l'incompréhension de l'entourage, parfois l'entourage personnel, mais aussi l'entourage professionnel, à la fois parce que les gens ne sont pas sensibilisés, mais aussi parce que il est difficile aussi de parler de ça. Il y a parfois beaucoup de honte
a indiqué qu'on est dyslexique. Hein. Je me rappelle d'une dame qui était en poste depuis plus de 20 ans et qui n'avait jamais dit à son entourage professionnel qu'elle avait un trouble 10. Et elle avait toujours trouvé un petit peu des stratégies à droite à gauche jusqu'au jour où il n'a plus été possible d'en trouver. Et donc, du coup, ces stratégies, effectivement, souvent sont lourdes, elles sont fatigantes, elles demandent beaucoup d'énergie, elles prennent beaucoup de temps puisqu'il n'est pas rare que les gens aient plus de lenteur à effectuer un certain nombre de tâches et parfois font des heures supplémentaires pour rattraper le retard en fait pris. Sauf qu'on est dans un enchaînement cyclique, je prends du retard, je travaille plus pour récupérer le temps perdu, mais du coup, je me repose moins et donc je suis plus fatiguée. Et vous voyez, c'est un peu le cercle infernal. Souvent aussi, comme ce sont des personnes, et notamment des enfants parfois en scolarité qui sont en échec parce qu'on a mal identifié le trouble, qu'on n'a pas été en capacité de mettre en place des moyens de compensation, eh bien, ces enfants ou ces adultes sont en échec et du coup perdent l'estime d'eux-mêmes. Voilà, donc effectivement, ça peut arriver que même certaines personnes développent une dépression, tout comme on pourrait le développer dans le cadre d'autres pathologies. Hein. Ce n'est pas inhérent uniquement aux troubles 10. Hein. Ok, alors on a pas mal parlé déjà de compensation, mais sans rentrer vraiment dans le sujet, donc on y arrive à toute vitesse, bien sûr, c'est je crois un peu le sujet suivant. Juste une petite remarque, certains, je crois que c'est Pierre Le Talley qui nous dit Brad Pitt et Thierry Lhermitte sont prosopagnosiques. Alors pour les plus récents, il est probable que leur diagnostic ait été posé, puis on va se poser la question de savoir si en fait ça nous concerne, nous, de savoir quel est le diagnostic, quel est le mot qu'on met derrière, ou est-ce que c'est pas plutôt la compréhension que nous avons des difficultés sur lesquelles il faut se focaliser. C'est vrai que, a priori, bien que les tests n'aient pas été aussi aboutis, dans les commentaires qui ont été faits par les uns et les autres sur la manière dont ces personnages vivaient, vous voyez, par exemple, sur les célébrités dyslexiques, on dit Winston Churchill, Steven Spielberg, Einstein, Johnny Hallyday, Tom Cruise. Alors bon, c'est pas forcément pour les plus anciens, notamment Léonard de Vinci, par exemple, Galilée, Pasteur, Mozart, etc., une assurance à tous les coups. Mais c'est vrai que ça pose la question de se dire ces troubles-là n'altèrent pas nécessairement la vie sociale si à un moment donné, soit les personnes se sont orientées vers une activité qui est compatible avec ces difficultés, c'est-à-dire qui ne va pas les obliger à pomper de l'énergie en permanence sur quelque chose qui pourrait être secondaire dans un autre métier, soit que l'environnement lui-même soit en fait propice à ce que, via notamment les modes de compensation, à ce que en fait l'intelligence de ces personnes qui n'ont en aucun cas altéré soit susceptible de pouvoir battre à fond et notamment permettre de la créativité. Voilà, j'ai passé quelques secondes sur les dyslexiques, mais sur les autistes, c'est la même chose, on en a pas mal, et puis certains sont même cumulatifs. Je pense que c'est pas forcément la liste qui est importante, mais sachez que des personnes qui ont beaucoup apporté en termes de contribution à l'humanité ont été touchées par ces troubles. Alors, je vous propose maintenant que nous arrêtions plus que quelques secondes, quelques minutes sur les mesures compensatoires, car effectivement, il existe pas mal de choses et en fait pas mal de familles ou de typologies de mesures compensatoires. Peut-être juste se rappeler ce qu'est la compensation et avec une image qui est une image que nous utilisons également souvent pour expliquer ce qu'est l'inclusion. Vanessa, est-ce que tu veux en faire un commentaire ? Oui, effectivement, vous voyez sur ce schéma qui est assez connu, assez employé aujourd'hui, mais que j'aime beaucoup, parce qu'il a le don d'expliquer clairement les choses. En fait, vous voyez effectivement le principe d'égalité, où en fait on donne à chacun la même chose. Hein. On va dire que c'est le système de management qu'on a employé pendant très très longtemps et encore aujourd'hui qui existe encore dans nos environnements de travail. En contrepartie, on a la possibilité de tenir compte plutôt des individualités. Et effectivement, si on a plus de difficultés, on va avoir des moyens différents qui sont adaptés aux besoins de la personne. Donc effectivement, on n'est plus sur un principe d'égalité, mais sur un principe d'équité. Et la troisième photo sur la droite représente plutôt le système d'inclusion, c'est-à-dire que si on enlève la barrière, eh bien, on donne la possibilité, quelles que soient les difficultés de la personne, on donne accès, en fait, là pour le coup, au match qui se déroule, et en tout cas à la possibilité de vivre sa vie correctement dans la sphère professionnelle, tout comme dans la sphère personnelle. C'est aussi l'accessibilité des transports, l'accessibilité des locaux, etc. J'ai évoqué différentes familles de compensation. Je crois qu'on a une slide là-dessus qui va permettre peut-être d'en dire deux mots. Vanessa, je te laisse prendre le relais.
Oui, alors effectivement, il y a différents types de compensation possibles. Alors, ce qu'il faut comprendre, je vois vos commentaires sur le chat, pas tous, mais je vois un petit peu. Effectivement, la première des choses de mon point de vue, c'est déjà d'essayer de remonter le fil avec la personne en entretien, d'être en capacité déjà de voir ce que la personne a déjà eu l'occasion de mettre en œuvre et qui fonctionne déjà pour elle. Parce que parfois, les personnes ont déjà fait tout un travail. Elles ont eu la chance de croiser des personnes sensibles aux difficultés et elles ont cherché des moyens. C'est aussi s'entourer effectivement d'aide pour pouvoir définir quels sont les besoins de la personne par le biais de bilan, on y reviendra tout à l'heure, et ensuite effectivement d'être en capacité de proposer le moyen le plus adapté possible à la personne, et il n'y a pas nécessairement un type de trouble seulement, il peut y avoir une multiplicité des troubles, et donc il faut arriver effectivement à comprendre quel est leur impact dans le quotidien professionnel de la personne, puisque là on est plutôt sur la sphère professionnelle. Donc effectivement, dans les typologies, vous avez des compensations techniques. Alors, ce ne sont que des exemples, parce que là, on ne va pas dresser une liste exhaustive, ce serait bien trop long. Et puis surtout, on sortirait complètement du principe de l'individualité. Mais sur la compensation technique, eh bien, une personne qui aurait du mal, par exemple, à se concentrer dans un environnement où il y a du bruit, vous savez aujourd'hui qu'on travaille beaucoup en open space, et de ce fait, il peut y avoir du bruit, même si on essaye de faire attention, eh bien, parfois s'isoler en ayant peut-être simplement un séparateur, ou bien, pourquoi pas, porter de temps en temps un casque permettant effectivement d'isoler la personne du bruit. C'est des choses qu'on voit régulièrement maintenant en entreprise. Donc, c'est pas forcément quelque chose de compliqué de mettre en œuvre une compensation technique. Ça peut être pour cette personne qui a des difficultés, par exemple, de type dysgraphique et qui a du mal à écrire, pour prendre des notes, que ce soit à l'école ou pendant une réunion, ça peut être simplement utiliser son ordinateur. On a la chance de vivre aujourd'hui avec beaucoup de technicité. Donc, on peut effectivement utiliser des moyens techniques pour pouvoir compenser ces difficultés. Si on a du mal, effectivement, à taper à l'ordinateur parce qu'on a des problèmes avec les mouvements et qu'on n'arrive pas à le faire, on peut aussi utiliser le dictaphone. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de moyens techniques qui sont possibles. Et évidemment, ils ne sont pas tous listés. On s'aperçoit aussi que chez des gens qui sont dyslexiques, et la façon dont on va présenter en fait les documents écrits, effectivement, ça peut changer la donne et ça peut favoriser en fait la lecture, notamment les écarts entre les lignes, la grosseur de l'écriture. On s'aperçoit aussi que pour certains enfants qui sont avec TDAH, parfois aussi le fait d'avoir une présentation particulière avec des couleurs, etc., ça peut attirer l'attention davantage et c'est moins monotone. De la même façon que quand on a des difficultés à compter, heureusement, on a inventé la calculatrice il y a bien longtemps. Et puis, parfois, je vois même des gens en entretien qui n'arrivent pas à faire les exercices que je leur demande et ils comptent sur leurs doigts. Et pourquoi pas, après tout? Si compter sur les doigts, ça aide, pourquoi pas? Moi, tout l'essentiel, c'est que les stratégies fonctionnent et c'est pas important de savoir si c'est normal ou pas d'écrire, de compter sur ses doigts. L'essentiel, c'est de parvenir, en fait, à faire le travail qui est demandé. Et l'objectif, c'est de vraiment chercher les moyens les plus adaptés possible. Donc, sur la compensation technique, voilà, il y a beaucoup de choses qui existent. Il ne faut pas hésiter à aussi solliciter des services, évidemment, d'ergonomes qui vont pouvoir vraiment dresser, en fait, la liste des besoins de la personne et tester avec elle des choses, puisque ce qui va marcher avec l'un ne va pas nécessairement marcher avec l'autre. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer. Et maintenant, souvent, ils mettent à disposition, du matériel technique pour être essayé pendant quelques jours. Et puis, si ça ne fonctionne pas, essayez quelque chose d'autre. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment très utile en fait d'en passer par des études ergonomiques. On va parler tout à l'heure, on va dire deux mots quand même malgré tout sur ce qui s'est passé lors du comité des employeurs publics en Nouvelle-Aquitaine, puisque nous avions fait une petite vidéo, alors que je crois un peu de mal d'ailleurs à être présenté, mais que vous retrouvez sur le site internet, d'une plateforme qui donnait quelques exemples sur les aménagements qu'on pouvait faire pour des personnes souffrant de troubles cognitifs. Voilà, l'imagination est au pouvoir et les technologies aident bien à en avoir encore un peu plus et surtout à donner des réponses extrêmement intéressantes avec une espèce de dictaphone qui permettent avec un code barre de pouvoir identifier immédiatement qui va être la personne qui est derrière le bureau pour quelqu'un qui vient distribuer le courrier. Enfin, plein d'exemples comme ça. Voilà, pour dire que, de fait, les compensations techniques sont aussi larges qu'il existe de situations individuelles et qu'elles sont bien identifiées, évidemment, puisqu'à partir, effectivement, de ce qui pose problème, on est capable de définir les stratégies, comme tu l'évoquais, Vanessa. Alors ça, c'était pour les compensations techniques. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les compensations humaines ?
Elles sont extrêmement importantes, surtout dans le cadre effectivement du handicap cognitif, mais ce sera vrai aussi dans le cadre du handicap psychique. C'est important effectivement que l'entourage professionnel soit sensibilisé sur les difficultés de la personne et aussi sur ses besoins. Il est évident que si je reprends mon exemple de la personne qui a du mal en fait à retenir par exemple les consignes données à l'oral en 2 secondes entre 2 portes, eh bien peut-être que c'est judicieux de réfléchir à une autre solution. Effectivement, si le manager est informé de cela, peut-être qu'il va lui donner les consignes à l'écrit ou peut-être s'assurer que la personne puisse prendre des notes au fur et à mesure pour ensuite pouvoir travailler aisément. Donc voilà, c'est s'ajuster à l'autre, mais pour ça, on a besoin en fait d'un minimum d'informations parce que sans information, on ne peut pas comprendre l'autre. Et je pense que du coup, c'est important de le faire. Ces sensibilisations, elles peuvent être faites par des organismes externes, par un tuteur qui connaîtrait très bien la personne. Elle peut être faite même en co-animation. Hein. Là, prochainement, je vais proposer une co-animation avec une personne qui est atteinte de troubles. Et du coup, on va pouvoir vraiment expliciter la typologie de son handicap, quels sont ses besoins et du coup, avoir peut-être une forme de bienveillance plus importante dans son entourage professionnel. Faut pas hésiter effectivement aussi en réunion, si la personne n'est pas en mesure de prendre des notes ou peut pas utiliser son ordinateur parce que ça va trop vite, elle est trop lente, eh bien peut-être de désigner une personne qui va prendre des notes pour l'ensemble. De toutes les façons, ça fera pas de mal, tout le monde aura du coup un document écrit. Souvent, on constate en fait que quand on met en œuvre des stratégies ou bien des moyens de compensation, souvent ça facilite les choses pour la personne elle-même, mais ça facilite les choses aussi pour l'ensemble de l'équipe. Et puis, soyez patient avec la personne, prenez le temps. Je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile. Hein, on vit dans des environnements professionnels où il faut travailler rapidement, de manière efficace, et on n'a plus le temps de s'occuper en fait de nos collègues. Mais pourtant, je pense que c'est extrêmement important. C'est ce qui va permettre vraiment à la personne de se sentir pleinement en possession de ses moyens et du coup, va pouvoir faire son travail le plus efficacement possible parce que ce sont des personnes qui sont volontaires, qui ont envie de bien faire et qui ont envie d'être comme tout le monde. Alors, on va parler, ne vous inquiétez pas, des différents acteurs et notamment de la logique de subsidiarité entre le droit commun, le cap emploi, les prestations d'appui spécifiques et autres dispositifs d'emploi accompagnés. Donc, merci déjà pour vos échanges qui vont très, très vite sur le chat. Je n'arrive pas forcément toujours à suivre. Il y a un certain nombre de questions aussi assez très techniques qui ont été posées sur les troubles, etc. Je vous ai laissé faire les réponses. Enfin, vous avez pris l'initiative de faire les réponses et vous en êtes très, très bien sortis. Donc, rien à rajouter par rapport à ça, c'était juste pour vous remercier. Peut-être peut-on parler enfin des compensations financières ou organisationnelles, organisationnelles avant qu'on passe aux compensations financières, organisationnelles et cognitives. Oui, en fait, des fois, on peut mettre en place des choses extrêmement simples. D'ailleurs, elles existent déjà, en tout cas pour les gens qui ont l'occasion de prendre le métro. Alors, c'est sûr, pas en ce moment, mais pour le coup, on voit bien, même dans la façon dont on a prévu en fait l'étiquetage des lignes de métro, qu'en fait, on n'a pas simplement des indications écrites, on a aussi des indications qui sont sous forme de couleurs et qui permettent aux gens parfois de se retrouver plus aisément en fait dans l'environnement extérieur. De donner, vous voyez, sur la frappe du clavier, de donner des indications par système de couleurs pour expliquer comment positionner ses mains. C'est beaucoup plus efficace des fois d'utiliser des images plutôt que d'utiliser un grand verbiage qui va être long à comprendre et difficile à appréhender. Voilà, qu'est-ce qu'on peut utiliser? En fait, il s'agit vraiment souvent de découper les tâches. On retrouve des fois des difficultés, notamment quand il y a des problèmes de concentration ou certaines personnes avec, par exemple, le TDAH. Le fait d'avoir plusieurs tâches à faire en même temps, c'est compliqué puisqu'ils sont déjà dispersés. Donc, c'est bien parfois de découper les tâches, d'en commencer une et puis quand la première est finie, d'en démarrer une seconde et ça, de l'organiser avec eux, pour eux, de façon à ce qu'ils puissent mener jusqu'à leur terme l'activité qu'ils sont censés faire. Réduire les distracteurs, c'est-à-dire réduire les bruits. Ça peut être aussi très, très judicieux. Et puis, ne pas hésiter à organiser le temps de travail. Parfois, certaines personnes auront du mal à mener à bien une activité professionnelle à temps plein. Et c'est pas parce que le temps plein, la plupart des gens ont envie de travailler à temps plein que c'est adapté pour chacun d'entre nous. Et parfois, le temps partiel ou le temps décalé, en tout cas, ça peut être une option. Notamment, je pense à des gens qui prennent le métro à nouveau le matin, qui seraient par exemple avec un TSA, qui sont sans arrêt, entre guillemets, agressés par le bruit ambiant, par la foule, la pression qu'il y a un peu dans les transports et des fois l'énervement. Eh bien, peut-être que si on lui propose
de démarrer à 11h le matin et de se décaler le soir, ou l'inverse, de commencer plus tôt le matin et de rentrer plus tôt l'après-midi, eh bien, cette personne ne sera pas en même temps que la plupart des gens dans le métro. Donc, du coup, ce sera plus facile pour cette personne de prendre les transports en commun. Donc voilà, il y a différents moyens, et là à nouveau c'est pas du tout exhaustif, il existe énormément de choses. Surtout aussi ne pas hésiter à penser au-delà même de la partie professionnelle. La partie professionnelle, le temps de travail, il y a aussi le trajet comme je l'ai indiqué à l'instant, mais il y a aussi les temps de pause et les temps notamment où la personne va déjeuner le midi. Parfois, pour une personne avec TSA, aller à la cantine, c'est vraiment une grosse épreuve parce qu'il y a beaucoup de monde et aussi beaucoup de bruit. Et suivre plusieurs conversations en même temps, c'est juste pas possible pour elle. Et souvent, la personne va avoir besoin de s'isoler. Voilà, donc pensez bien de manière large, en fait, à la vie professionnelle. C'est pas juste la tâche de travail. Alors, il y a la question de Pauline qui disait, une petite question, il me semblait que les TDAH étaient plus performants en situation de double tâche, justement pour les canaliser et leur conférer plusieurs missions, ne pourraient pas justement être à préconiser. Alors, il y a une certitude, c'est que les neurosciences disent on peut pas faire deux choses en même temps dans notre cerveau, il n'est pas conçu pour ça. Mais peut-être une autre réalité, c'est qu'il faut orienter la concentration à un moment donné sur quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses, Vanessa ? Oui, en fait, c'est effectivement vrai. Ils ont tendance à fonctionner justement, à se disperser sur différentes choses parce que souvent, ils ont tendance à avoir du mal, en fait, à faire toujours la même chose. Ce qui est redondant, au bout d'un moment, ils finissent par ne plus être attentifs parce que ça les intéresse plus, en fait. Donc, c'est effectivement toujours arriver à retrouver quelque chose qui les motive, qui les canalise. Mais c'est pas parce qu'ils vont avoir une multiplicité des tâches qu'ils vont arriver forcément à fonctionner plus aisément. Je pense qu'à nouveau, il faut vraiment prendre la peine de travailler avec la personne et de voir en fait ce qui va lui convenir mieux, d'essayer des choses. Il n'y a pas une science exacte sur les choses. En fait, je pense qu'il faut vraiment, même si on a besoin, nous, pour comprendre les choses, d'avoir quelque chose de global, de clair, de comprendre un peu ce qu'est un TSA ou ce qu'est un TDAH. Après ça, il faut vraiment prendre de la hauteur et vraiment essayer d'aller dans l'individualité. Et ce qui va fonctionner avec l'un ne fonctionnera pas avec l'autre. Donc, n'hésitez pas à expérimenter des choses et aussi à demander l'avis de la personne. Parce que souvent, elle sait en fait ce dont elle a besoin. Ça revient un peu à répondre à la question, attention, enfin c'est pas une question d'ailleurs, c'est plutôt une affirmation de Stéphanie Palvado-Guillemotto qui dit attention aux schémas et aux tableaux, ne pas les utiliser systématiquement, car ils mettent plein de gens en difficulté. Oui, là où ils sont un support et une aide pour certains, ils sont effectivement un danger pour d'autres qui, s'ils sont utilisés d'une manière trop systématique, alors qu'il y a d'autres modalités. Oui, merci Vanessa de nous rappeler que d'abord il y a la parole avec l'autre et la question qui est la plus essentielle, c'est probablement celle qui consiste à dire et alors quelles sont les difficultés que vous rencontrez ou comment percevez-vous telle ou telle chose, quelle énergie vous devez déployer, quelles seraient les mesures compensatoires, car probablement les personnes qui en souffrent depuis des années sont les meilleurs garants de l'explication de ce qu'il faut mettre en matière de compensation. Alors on termine avec le chapitre compensation avec peut-être quelques éléments sur les compensations financières, bien que ce soit pas forcément les troubles qui justifient ou en tout cas qui sollicitent le plus les compensations financières. Est-ce que tu peux en dire, Vanessa, là-dessus ? Oui. Alors effectivement, c'est un peu ce que je disais un peu juste avant, c'est-à-dire qu'on est face à des situations où parfois les personnes ont vraiment des difficultés en fait à gérer un temps plein. Imaginez peut-être ils n'ont pas travaillé, d'un coup ils se retrouvent à travailler à temps plein. Ça leur demande une fatigue, de la concentration extrêmement poussée. C'est important en tout cas de se laisser l'occasion de se dire ouais, peut-être que dans un premier temps, peut-être que le temps plein c'est pas le mieux à faire, peut-être que de commencer à temps partiel et le temps de gérer ce poste, de gérer toutes ces angoisses, etc. Et puis de revenir ensuite vers du temps plein, pourquoi pas. Donc ça, c'est des choses qu'on peut imaginer. C'est vrai que le fonctionnement dans le cadre de la fonction publique est un petit peu différent par rapport à ce qu'on peut trouver dans le privé, où effectivement, parfois, on peut compléter une activité professionnelle à temps partiel avec une pension d'invalidité, donc dans certains cadres. Là, c'est vrai que, comme tu le soulignais, c'est un peu particulier. Il existe bien une allocation d'invalidité temporaire, effectivement, mais de ce que j'en comprends, alors peut-être certains pourront nous donner des éléments plus précis, mais de ce que je comprends, ça renvoie plutôt à des problématiques physiques, en fait, et beaucoup moins à des problématiques cognitives. Voilà, mais après, peut-être c'est une interprétation de la loi, j'en sais rien. Voilà, mais en tous les cas, c'est important de tenir compte de la notion de fatigabilité, en tout cas chez ces personnes.
Alors, il y a une question de Karine, d'ailleurs, sur laquelle Elodie a déjà apporté une réponse, sur le problème de déni de certains agents, comment arriver à dénouer les situations. Encore une fois, on a parlé de compensation, donc c'est peut-être intéressant de clore ce sujet sur cette réflexion-là. Une personne qui est dans un environnement qui n'est pas un environnement qui accueille favorablement, entre guillemets, la diversité, c'est-à-dire qui continue à être structuré autour de normes de compétition, de normes fortes, voilà, de paradigmes, comme le disait tout à l'heure Hugo Oriot, et dont voilà, le récit qui est fait de cette institution n'a pas l'air de vouloir faire évoluer les choses, a probablement aucun intérêt à s'exposer, à expliquer quelles sont ses fragilités. Donc ça va vraiment dépendre de l'environnement, c'est pour ça qu'on parle de logique un peu inclusive, c'est en quoi à un moment donné on est capable de prendre en compte ces différences, ça c'est le premier point. Et puis après, ne pas demander à quelqu'un comment on peut l'aider et vouloir lui coller une pathologie, c'est probablement le meilleur moyen pour lui le faire fuir immédiatement, parce qu'il ne veut pas se résumer en fait à une pathologie, ou enfin en tout cas un diagnostic qui serait posé, qui aurait un nom, car il ne peut évidemment se résumer à ça, dans le sens où il a bien d'autres qualités. Voilà, donc vraiment encore une fois, le questionnement est très important. Bien sûr que les médecins de prévention sont susceptibles de pouvoir donner un coup de main pour arriver à comprendre, mais encore faut-il que le dialogue soit vraiment instauré et qu'on ne considère pas les difficultés qui peuvent naître, par exemple dans une organisation, dans une équipe, uniquement du fait de la personne en situation de handicap, parce que notre cerveau a tendance à penser que ceux qui sont hors normes sont ceux qui posent problème, parce que c'est probablement pas toujours le cas. Il peut y avoir aussi des questions de management. Voilà. Ça, c'était pas pour faire une réponse évidemment trop péremptoire par rapport à ça, mais se souvenir que si on peut poser des cadres, ou en tout cas des compréhensions des problématiques qui peuvent se poser, ces problématiques sont quand même souvent liées à l'environnement. Alors, excuse-moi, Jérôme. Du coup, je voulais aussi rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. Effectivement, ces situations en fait de management de personnes étant en situation de handicap nous renvoient aussi à la manière dont on gère nous en fait en tant que manager la différence. C'est-à-dire que normalement, on devrait pouvoir dans nos activités de management tenir compte en fait de la richesse de chacun, ce qu'il peut apporter en fait au collectif, à l'organisation, et essayer de mettre en lumière justement ces atouts-là. En évitant les difficultés. Et ça, on devrait pouvoir le faire indépendamment de la problématique de santé. Donc ça repose vraiment la question du management et c'est une vraie question actuelle. Et par ailleurs, je voulais revenir sur ce qui avait été mentionné et notamment sur le fait que la personne n'a pas conscience en fait de ses troubles et comment est-ce qu'on peut faire en fait pour accompagner cette personne. Effectivement, souvent quand elle n'a pas conscience des troubles, c'est extrêmement difficile. Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi que la personne soit parfois confrontée à ces difficultés. Je vois souvent dans des organisations professionnelles des managers qui ont du mal à faire des retours sur la qualité du travail. Quand je demande les entretiens annuels d'évaluation et que je vois en fait qu'il n'y a aucune mention en fait de difficultés particulières, comment est-ce que la personne est en capacité aussi de se rendre compte qu'il y a un problème par rapport aux attendus? Donc ça, je pense que c'est vraiment important. À un moment donné, il faut pouvoir l'évoquer avec la personne. Mais je pense qu'il y a souvent de la part du manager aussi une crainte vraiment de faire du mal à la personne ou bien qu'il y ait une mauvaise réaction de sa part. Mais pourtant, je pense que c'est vraiment important. Et moi, je vois quand je propose des bilans à ces personnes, en fait, je propose d'évaluer leur capacité à faire et je restitue les résultats. Et là, on peut discuter puisqu'on part vraiment de la base de quelque chose de factuel. Il y a eu des difficultés, voilà, je vous les montre, on les partage ensemble et on essaie de réfléchir ensemble à ce qu'on peut mettre en œuvre. Dans le lot, il y a des gens qui vont prendre conscience, ou qui se disent « Ah oui, c'est vrai, maintenant que vous me le dites, c'est vrai que dans le quotidien, j'ai telle et telle difficulté, c'est vrai, je ne l'avais pas à l'esprit là quand on a parlé. » Donc, il y a un certain nombre de gens qui vont vraiment accéder, et puis d'autres pour lesquels, sur le plan cognitif, c'est tellement compliqué parce qu'il y a une vraie problématique de santé neurologique sous-jacente qu'il sera difficile pour eux d'accepter ou même de se rendre compte qu'il y a des difficultés. Et c'est ceux-là qu'on aura du mal le plus à accompagner. Alors peut-être qu'on peut maintenant dire deux mots également sur les opérateurs. J'essaye de suivre en même temps le chat, mais vous allez tellement vite et en plus vous apportez déjà les réponses. Donc le webinaire se tient autant du côté du chat, j'ai l'impression, que du côté de notre échange et des supports, et c'est tant mieux. Juste pour rappeler, alors vous n'êtes pas tous des mêmes origines. Certains, il y a des Cap Emploi, il y a des dispositifs d'emploi accompagnés, il y a des employeurs publics, il y a des gens qui connaissent bien le fonctionnement de la fonction publique, là où d'autres en fait ont plutôt l'habitude ont plutôt des repères avec le privé. Donc voilà, on pourra probablement pas apporter des réponses à tout ou à tous, mais c'est quand même intéressant de rappeler simplement que en termes
termes d'opérateurs, on est bien sûr dans une logique qui est une logique, comme je le disais tout à l'heure, d'abord de droit commun avant d'aller sur le spécifique. Et le spécifique, il a quand même une graduation, comme je le rappelais. Hein. Alors certains posent la question de savoir ce que font les Cap Emploi. Bon, il y a un certain nombre de vidéos, de webinaires ou autres qui ont présenté justement l'écosystème. On aura un prochain webinaire sur le maintien, justement, sur l'écosystème du maintien dans l'emploi. Donc, je ne vais pas évidemment faire une présentation au-delà de ce qui a déjà été dit. Mais globalement, quand à un moment donné, on commence à avoir des vraies difficultés qui sont liées à des problématiques de santé, on commence en règle générale par le Cap Emploi qui, de fait, est en capacité de pouvoir ensuite orienter selon la difficulté que la pathologie ou enfin, en tout cas que les symptômes provoquent dans le cadre du travail. Et puis, une fois qu'on a peut-être posé le cadre avec Cap Emploi est en capacité d'abord de pouvoir mobiliser un certain nombre d'acteurs, dont d'ailleurs les médecins de prévention dans la fonction publique ou les médecins du travail dans le privé, et puis de commencer à graduer petit à petit en allant chercher en fonction on va dire, de la profondeur de la difficulté d'autres acteurs. Le deuxième niveau, c'est peut-être celui des prestations d'appui spécifiques, les fameuses PASS, telles que vous l'avez dit et que vous avez identifiées, et qui, pour la plupart des régions maintenant, sont dotées de spécialistes sur chacune des problématiques particulières, PASS cognitive bien sûr, PASS psychique, et puis voilà, et d'autres PASS visuelles, etc. Donc pour ces fameux prestataires, la capacité à pouvoir identifier quelles sont les bonnes modalités, on va dire, de compensation, c'est le cœur de leur métier. Donc, il ne faut pas hésiter à voir avec Cap Emploi comment les mobiliser, puisque c'est sous prescription Cap Emploi. Voilà. Et puis ensuite, on a bien sûr les cabinets associations spécialisés, comme nous le représente Vanessa aujourd'hui. Hein. Elle travaille pour un cabinet qui est proche, certes, d'un Cap Emploi, mais qui en même temps intervient pour bien d'autres acteurs, parfois en direct. Donc, vous avez aussi ces cabinets ou ces associations qui peuvent intervenir. Et si il faut aller plus loin, c'est plutôt en général utilisé ou envisagé pour les pathologies psychiques, enfin, ou en tout cas les souffrances psychiques davantage que cognitives. Mais sait-on jamais, ça peut arriver aussi. Le dispositif d'emploi accompagné est un dispositif tout à fait pertinent quand à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une traduction entre le manager, l'équipe éventuellement et la personne qui elle-même va pas forcément pouvoir exprimer. C'est valable notamment quand il y a des doubles, des triples difficultés, handicap. Voilà, quand c'est psychique et en même temps cognitif, eh bien peut-être que la personne va être paralysée dans la capacité à pouvoir dire quelque chose, voire même va recevoir un certain nombre d'informations avec beaucoup de brouillage. Et donc il va falloir décoder. Donc ces dispositifs d'emploi accompagné les accompagnent. Je vous rappelle que nous avons aussi un webinaire sur la question que vous pouvez les retrouver sur le site du Handipact Grand Ouest. Voilà. N'oublions pas les centres de rééducation professionnelle qui sont des acteurs très intéressants dans la capacité à pouvoir poser à un moment donné des diagnostics. Alors pas forcément les formulations, mais en tout cas vérifier si le diagnostic qui a été posé permet facilement ou pas l'exercice de tel ou tel métier, et éventuellement proposer d'autres formes de réorientation, voilà, avec des financements qui sont autres, puisque là c'est plutôt la Sécu qui les finance. On n'a pas encore parlé des MDPH, mais évidemment elles sont incontournables quand à un moment donné il va falloir mettre en place des mesures compensatoires, notamment et les financer, parce que l'absence de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé va être pénalisante pour l'employeur comme pour la personne, mais encore faut-il qu'il y ait effectivement un chemin qui soit fait avec la personne pour que cette difficulté puisse être accueillie, acceptée par le collectif, et que du coup acceptée par elle comme étant quelque chose avec lequel la structure ou l'organisation va fonctionner. Voilà, et puis les centres de gestion ont déjà fait aussi quelques réponses. J'ai vu Isabelle notamment maintenant faire quelques commentaires. Les centres de gestion jouent aussi le rôle, notamment dans les questions de maintien dans l'emploi en particulier, mais jouent aussi le rôle de conseil et d'orientation, voilà, voire de prescription, comme c'est le cas d'ailleurs des pôles emploi et des missions locales, vous le faites remarquer, pour un certain nombre de ces dispositifs. Vanessa, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette présentation des opérateurs ?
Oui, alors il existe certainement une grande liste en fait d'opérateurs et en fonction des régions, bien sûr, il peut y avoir des différences, notamment sur les cabinets et associations qui peuvent intervenir. Je pense qu'il y en a un en tout cas qui existe sur tous les départements, qui s'appelle UEROS, hein, qui s'occupe effectivement plutôt de troubles acquis, hein, donc plutôt des gens qui auraient eu un AVC ou un traumatisme crânien par exemple, lors d'un accident de la voie publique par exemple. Donc ce sont des unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle. Donc, c'est très, très bien parce qu'effectivement, non seulement ils font des évaluations, mais aussi ils font de l'accompagnement vers la réinsertion sociale et ou professionnelle. Il ne faut pas hésiter aussi à faire le lien avec les CRP parce que parfois, on peut leur demander de faire des évaluations fonctionnelles, c'est-à-dire d'essayer d'évaluer ce que la personne est capable de faire. Je pense à une situation d'un jeune qui voulait être fleuriste et qui était dyspraxique. J'avais vraiment quelques craintes par rapport à sa capacité en fait à effectuer ce métier, mais je ne voulais pas en tout cas le réorienter ou en tout cas lui dire non sur la base comme ça d'une évaluation à vue de nez. J'avais donc sollicité le CRP pour qu'il puisse faire cette évaluation fonctionnelle et ça a été très très bien parce que vraiment très documenté. Il a été vu par un médecin, il a été mis en situation. J'ai trouvé ça vraiment super, donc il ne faut pas hésiter. N'oubliez pas non plus que dans le cadre du FIP, il y a des études ergonomiques qui sont possibles, on peut les mobiliser et on peut aussi mobiliser des actions d'aménagement de poste dans le cadre toujours des mesures FIP. Par ailleurs, en termes d'accompagnement, il existe une mesure particulière qui s'appelle dispositif d'accompagnement pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, ça concerne plutôt des gens qui ont un handicap psychique, cognitif ou une déficience intellectuelle. Donc, on est bien dans le champ aujourd'hui de notre sujet. C'est une prestation qui est intéressante parce qu'on peut faire vraiment un bilan de qualité. On a du temps pour pouvoir le faire correctement. Et ensuite, on peut aussi accompagner sur un plan médico-psychologique ou bien même faire un accompagnement externe. Donc, ça nous laisse le temps vraiment d'accompagner sur la durée la personne au sein de son emploi, donc dans le cadre du maintien dans l'emploi. Sinon, je crois que globalement, tu as presque parlé de tout, mais n'hésitez pas, en tout cas, encore une fois, de faire le point sur tout ce qui existe au sein de votre réseau. Essayez de vous rencontrer, d'échanger pour pouvoir vous identifier mieux et identifier vraiment vos différents domaines d'activité. Voilà. On parle des UEROS auxquels tu as fait un peu référence, bien qu'il puisse y avoir des évaluations auprès des CRP qui ne soient pas des UEROS, et des UEROS qui sont portés par d'autres. On a parlé, voilà, je vous entends aussi parler des EPAS, vous êtes en train de faire les questions et les réponses, donc je vous propose d'avancer, mais c'est très bien que vous le fassiez ainsi. Est-ce que à ce stade-là, alors je vais poser une question peut-être un peu complexe à Emeline, si elle veut bien revenir vers nous. Il y a des questions un peu saillantes pour lesquelles il n'y a pas eu forcément de réponse, pour lesquelles l'intervention de Vanessa serait intéressante à avoir au regard malgré tout des questions-réponses du chat qui a l'air d'avancer tout seul. Est-ce qu'Emeline, tu peux nous faire un récap? Moi, je ne suis pas arrivé à suivre l'ensemble des questions du chat, c'était un peu compliqué. Pour moi, ça a été aussi compliqué parce que pas mal de problèmes de connexion, etc. Ça s'est un peu mélangé. J'ai néanmoins mis de côté quelques questions qui me semblaient ne pas avoir eu de réponse. Malheureusement, je vous ai pas forcément prêté un maximum d'attention tout du long, donc vous me direz si elles ont été répondues ou pas. J'avais en première question, est-ce que les tremblements essentiels rentrent dans les troubles cognitifs? Les tremblements essentiels, on est dans le cadre de l'épilepsie? Ok. Après, j'avais… C'est une question. Hein. C'était une question, ouais. Ah, je ne sais pas. Non, je ne sais pas de quoi il s'agit. Cet intitulé me dit quelque chose, mais je ne sais pas à quoi le raccrocher. Donc, je vais vraiment réserver ma réponse, du coup. D'accord. Mais on pourra toujours répondre aux questions par la suite, le temps qu'on… Bien sûr, bien sûr. Voilà, vous avez fait le tour des aides, je pense. Quelqu'un demandait les aides mises en place pour aider les jeunes avec des troubles cognitifs qui sont en recherche d'emploi, mais je pense que vous avez répondu globalement, à moins que vous ayez des apports à faire. Alors, du coup, j'ai regardé rapidement le choix d'Internet, ce qui est les tremblements essentiels. Donc, apparemment, c'est une maladie neurologique, en fait. Hein. Donc, oui, ça rentre dans le champ du handicap cognitif, hein, c'est possible. C'est Christine Millet qui posait la question et qui a dit non, il ne s'agit pas de l'épilepsie et voilà, et qui semble avoir obtenu sa réponse. Donc, merci Vanessa. Autre question.
Après, pour les autres questions, globalement, vous y avez répondu. Vous pouvez toujours là publier sur le chat s'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, vous n'avez pas eu de réponse de la part des autres participants, n'hésitez pas. Comme ça sera remonté sur le fil parce qu'effectivement, ça s'est un peu noyé. Ça marche, merci beaucoup. Alors Vanessa, maintenant peut-être pour, avant de conclure, peut-être en quelques lignes, ce qu'il faut retenir de plus essentiel d'une situation de handicap cognitif et de la manière de pouvoir l'appréhender quand on est employeur ou quand on est collègue ou quand on est correspondant handicap, enfin peu importe. Je crois que la première des choses, on le voit à travers les échanges chat que vous avez réalisés. En fait, on voit hein, les questionnements qui fusent et les réponses aussi. Chacun dispose en fait d'une partie de l'information, donc faut pas hésiter à échanger entre vous. C'est très important parce que tout seul, on ne peut rien faire dans l'accompagnement en fait. Et c'est grâce à ce réseau en fait qu'on arrive à avoir une multiplicité des regards et des compétences. Donc ça, c'est vraiment important. Faut pas hésiter à solliciter de l'aide auprès d'experts. Effectivement, quelqu'un qui connaît parfaitement le TSA ou le TDAH sera certainement plus pertinent qu'une autre personne. Donc, il ne faut pas hésiter à se raccrocher en fait à des personnes vraiment qui disposent de ces éléments d'information et qui ont une expertise dans l'accompagnement. Si effectivement on a du mal à identifier les difficultés de la personne, il ne faut pas hésiter à solliciter en fait des bilans. Il existe, hein, comme on a évoqué l'UEROS, mais pas seulement. Il y a d'autres prestataires qui peuvent réaliser ces bilans dans le cadre du PASS ou bien dans le cadre des accompagnements de cabinet. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter pour avoir une vision vraiment la plus claire possible des difficultés, mais aussi des stratégies ou des moyens qu'on peut mettre en œuvre. Il faut que ces accompagnements, en tout cas, soient adaptés à la fois dans la sphère professionnelle, mais il ne faut pas oublier non plus que parfois, on peut avoir des gens qui partent en formation. Il faut aussi que les aménagements soient proposés aussi dans le cadre de la formation, et notamment chez les alternants. Oui, quand ils sont en formation, ils ont besoin aussi hein, d'avoir un accompagnement adapté et des moyens de compensation adaptés. Et surtout, ne pas plaquer les solutions de l'un sur l'autre. Ce qui va marcher avec une personne dyslexique ne marchera pas avec une autre. Il faut essayer des choses, il faut lui proposer, il faut lui demander son avis, il faut faire preuve de créativité, il faut peut-être des fois détourner en fait des outils qui existent pour pouvoir les essayer dans un autre cadre. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Et c'est comme ça qu'on affine petit à petit en fait les moyens de compensation pour chacun. Donc voilà, soyez créatifs, soyez inventifs, soyez ouverts en fait, hein, soyez ouverts à l'individualité. Voilà, il nous reste maintenant à vous d'abord donner rendez-vous au prochain webinaire pour ceux qui seraient intéressés par le sujet qui a lieu le 31 mars sur l'écosystème du maintien dans l'emploi. On y parlera davantage hein, des jeux notamment d'acteurs entre les différents partenaires, comment arriver à travailler autour d'un parcours de maintien ensemble et comment mobiliser les bons acteurs. Donc, je pense qu'un certain nombre de questions auxquelles que vous posiez tout à l'heure vont trouver une réponse sans doute lors de ce webinaire du 31 mars. Alors, vous avez compris, on est dans des conditions techniques un peu particulières. J'espère que ce webinaire a répondu à la plupart de vos questions, que la qualité a été quand même bonne. J'ai bien vu qu'il y avait pas mal de problèmes de connexion, mais je pense que c'est probablement autant lié en fait à la bande passante que vous avez chez vous que peut-être au matériel ou aux applications que vous avez. Il y a eu un plantage tout à l'heure visiblement de l'appareil, vous m'avez vu un peu décontenancé parce que je ne savais plus si nous étions entendus de la part de notre application Livestorm, mais je crois que ça a été résolu. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires. Je suppose qu'Emeline et Tiffaine vous enverront sans doute une évaluation. Ça peut être aussi des commentaires sur le plan technique. Je vois que vous nous remerciez tous, ça nous fait chaud au cœur. Merci, prenez soin de vous dans cette période où il nous faut réinventer de nouveaux usages et je crois qu'aujourd'hui on y a participé. Merci beaucoup à toi Vanessa, merci à toute l'équipe pour ce super boulot collectif qui nous a permis d'être avec vous et nous en sommes très reconnaissants. Très bonne journée à chacun d'entre vous. Au revoir.